n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas que l'Afrique des guerres, il n'y a pas que l'Afrique de la misère, il n'y a pas que l'Afrique de la famine, mais il y a aussi une Afrique qui gagne. Et ce prix est pour toute l'Afrique. Le TOIP est un prix qui récompense chaque année les 10 jeunes entrepreneurs les plus remarquables dans le monde entier. Ce trophée avait été décerné déjà à Al Gore, John Kennedy, Richard Nixon, Elvis Presley, Henry Kissinger, Bill Clinton et à bien d'autres encore. Alain Kapouchichi avait 27 ans lorsqu'il recevait cette prestigieuse distinction en octobre 2005 à Vienne. Il entre ainsi dans la cour des grands de ce monde pour avoir eu l'idée originale et géniale de créer le CERCO, un collège social. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Une défaite aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que demain sera encore pire. Ce n'est qu'une défaite éphémère. D'ailleurs, tous ces leaders que tu vois sont des revenants. C'est un enjeu compliqué qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Souligne tes erreurs et va. CERCO, c'est le Cercle d'études de renforcement des connaissances. C'est un groupe qui a été mis en place d'abord pour renforcer les compétences, les connaissances donc, des enfants. Parce que nous avons commencé d'abord à faire des cours de mise à niveau. Ça remonte déjà à une vingtaine d'années. Au Bénin, au cours des années 90, faute de place dans les collèges pour accueillir tous les admissibles, l'État a habilement inventé un système qui privilégiait les notes de français et de calcul à l'examen. Ainsi, certains admis étaient classés en 6e et les moins chanceux, mais les plus nombreux, étaient recalés. Les parents nantis inscrivaient leurs enfants dans des collèges privés à prix d'or, tandis que les pauvres, laissés pour compte, criaient à l'injustice. Il y en avait qui ne supportaient pas cette injustice et qui apprenaient un métier ou bien abandonnaient carrément les classes. Donc c'est comme ça que j'avais vu qu'il y avait une possibilité de mettre en place une école pour les accueillir. Bon, mais avant ça, j'ai commencé déjà à discuter un peu avec la direction départementale de l'éducation qui m'avait déjà autorisé à travers le projet École volante à généraliser les cours de soutien dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. J'avais près de 1000 personnes que j'ai recrutées qui faisaient les cours, avec les enseignants même que je recrutais. L'effectif des élèves en ce moment-là avoisinait quand même les 12 000 pour le soutien scolaire. Donc vous imaginez, par mois, chaque mois, je brassais déjà presque 15-20 millions. Et j'avais les enseignants que je payais. Et donc, c'était quand même une activité qui était intéressante et qui réglait aussi un problème social parce que tout le monde n'avait pas 15 000 pour payer les coûts de soutien scolaire à la maison pour son enfant. Et chez moi, c'était 1 500. Élève en classe de 6e au CEG Sainte-Rita à Cotonou, le petit Alain Kapouchichi, confié à un oncle, n'est pas heureux. Pour joindre les deux bouts, j'avais quelques difficultés au niveau familial, où la scolarité était difficilement payée. Il fallait aussi pour manger, donc se débrouiller vraiment. Donc ça m'a obligé à commencer à demander des cours de répétition, comme on le dit chez nous. À l'époque, j'étais recruté par un monsieur qui avait 2 enfants. Donc pour le premier enfant, il me donnait 1 500. Pour le second, il me donnait 1 000 francs. Donc les 2 enfants étaient au CM1 et l'autre était au CE1. Donc j'avais 2 500 francs par mois. Le problème, c'est que les 2 500 francs qu'il devrait me payer, il arrivait parfois où ça tombait difficilement. Alors que moi, je faisais mes calculs donc, sur ça pour pouvoir manger et autres. J'ai décidé donc de regrouper les élèves dans la même classe pour le soutien scolaire donc, qui s'organisait les mercredis et les samedis. Quand l'idée a été lancée que chacun devrait payer 1 000 francs, certains 1 500, ça a été bien apprécié des parents. Et comme ça, on regroupait jusqu'à 40, 50 élèves dans la même classe. Donc c'était d'abord ma première directrice, Madame Gata, qui m'avait autorisé à utiliser les locaux. C'était en 90-91. À l'âge de 12-13 ans, Alain Kapouchichi avait l'art de négocier et de convaincre les directeurs des écoles et collèges qui lui laissaient les salles de classe dans différents quartiers de la ville de Cotonou
le mercredi et le samedi après-midi, pendant que les élèves régulièrement inscrits dans ces établissements publics étaient quasiment au repos. Moi-même, je ne faisais pas les cours. Moi, j'étais un facilitateur. J'ai sollicité mes aînés qui étaient des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Eux, ils faisaient les cours. Bon, je leur donnais 15 000, 20 000. Donc, la recette totale tournait autour de 15 000 francs par école. On travaillait chaque mercredi et je passais donc dans les écoles, d'école en école, pour superviser, pour voir si les cours ont bien démarré, s'il y avait des prospectus, des choses à donner, des épreuves à remettre, je remettais et je coordonnais. C'est ici et dans cette école que tout a commencé. Les cours se déroulaient dans ces classes avant de s'étendre aux autres collèges de la ville. Nous sommes ici à Siquet Nord. Donc Siquet Nord, c'est l'école que j'ai fréquentée après avoir quitté mon village, quand je suis arrivé à Cotonou. Je jouais au football ici, les petits camps là, avec mes camarades ici. C'est le fondateur du projet CERCO. C'est l'établissement qui recevait vos camarades qui sont candidats au CEPE, qui sont reçus mais non classés. Malgré les complots et la fronde des autres promoteurs d'établissements privés, les affaires prospèrent merveilleusement. Et pour mieux s'en occuper, Alain Kapochichi abandonne ses propres cours. Mal lui en prend puisque le ministre de l'Éducation interdit les cours de soutien dans les collèges publics en 1997 dans tout le pays. Le jeune homme revient à zéro. Un malheur ne vient jamais seul en effet. Quand mon oncle avait appris que bon, c'est comme ça que j'ai abandonné l'école, il m'a donné 24 heures pour sortir de sa maison. Sans préavis, donc je m'étais retrouvé à la rue pratiquement. Et le lendemain, je suis reparti voir ma mère au village, et à Boycon. Et ma mère me disait que, bon, que j'allais faire du commerce du charbon. Bon, parce qu'elle faisait du commerce du charbon, il faudrait qu'elle se rappelle. Elle a sorti les 300 000 qu'elle venait de ramasser comme une tontine. Et elle m'a dit que je pouvais, bon, que je pouvais réussir et qu'elle me donnait les 300 000 francs pour faire le commerce. Donc j'ai pleuré le jour-là. Je lui ai dit non, que je n'étais pas destiné à faire du commerce de charbon et que je repartais à Cotonou pour réussir. J'étais convaincu de cette possibilité que je pourrais trouver mon chemin. Donc je n'ai jamais voulu acheter et vendre parce que mon père était un grand commerçant. Il avait beaucoup de choses, des camions, tout ça, mais il a tout perdu. Et nous enfants, on s'est retrouvés à la rue. Mes frères et moi, on a été tous placés, on a vécu très difficilement. Et je lui ai promis que j'allais à Cotonou. Je ne savais pas ce que j'allais vraiment faire à Cotonou. Donc j'étais arrivé à Kourounou, quand le taxi m'avait descendu, et j'ai rencontré comme ça un ami, Serge, à Rupossi. Et Serge a dit ah, mais où est-ce que j'allais, je lui ai raconté un peu mon histoire. Et lui m'a dit de le suivre. Je suis resté chez Serge pendant 3 mois. Et c'est pendant ces 3 mois-là que j'ai créé le projet CERCO. En 1997-98, le phénomène d'enfants admis au CEP mais non classés s'est gravement accentué au Bénin. En effet, depuis quelques années, l'État encourage fortement la scolarisation. Mais il n'a pas prévu l'arrivée massive des enfants dans les collèges 6 ans après. Face à cette grave crise sans précédent, l'État
impuissant à simplement courber l'échine, abandonnant ainsi pendant des années des millions d'enfants innocents à leur triste sort. En 97, là, ils étaient 22 000. C'était vraiment un problème parce que les parents se lamentaient. Il y a des enfants qui pouvaient réussir à leur certificat d'études primaires à Siké Nord ou bien à Siké Kodi et se retrouver à Kokodi parce que c'est là-bas qu'il y a de place. Il y en a qui se retrouvaient à Ouida, à 30 km. Et donc, c'était vraiment un problème social. Donc, comme j'avais de bonnes relations avec le DDEPS déjà, qui m'appréciait bien, on faisait les examens blancs, on faisait les cours de mise à niveau. Donc, j'ai demandé à le rencontrer. Et je lui ai dit que moi, je pouvais accueillir ces enfants-là. Et que la scolarité, au lieu de 150 000 dans les écoles privées, pouvait être à 21 000. Donc, il a dit, il n'y a aucun problème. Il me faisait confiance. Et moi aussi, je tenais mes engagements. Et c'est dans ce sauve-qui-peut général que le petit Kaposhishi a tendu son bras secourable pour porter volontairement une aussi lourde charge devant laquelle l'État a jeté l'éponge. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. J'étais allé dans mon CEG, donc le collège, c'est le CEG Sainte-Rita. Et j'étais allé au secrétariat là. Les profs discutaient entre eux et ils ont dit que M. D'Oliveira fermait son école. Quand je me suis renseigné, j'ai appris que il avait une école privée et dans cette école-là, il n'a réussi qu'à prendre 5 élèves parce que la scolarité était à 150 000. Mais ce qu'il avait, il avait été autorisé, il avait des tabacs, il avait tout ce que moi je recherchais. Donc j'ai demandé à rencontrer M. D'Oliveira, donc le professeur, et il faut dire aussi qu'il m'avait tenu en classe de 4e. Donc, j'étais aussi premier de ma classe en classe de 4e. Je lui ai dit que j'avais une ONG qui voulait aider les enfants pour leur scolarité et que s'il me laissait son école, que lui voulait fermer, moi, non seulement je gérais l'école, mais je lui donne 1 500 000 francs chaque année. Bon, les 1 500 000, je ne les versais pas automatiquement. Donc, pour quelqu'un qui n'avait pas, on devait fermer l'école, il était d'accord et moi, je n'avais pas d'argent non plus, mais je n'ai pas fait croire que je n'avais pas d'argent. Et donc, c'est comme ça qu'on a signé le contrat à la mairie. Heureusement qu'on avait signé un contrat. Donc, il m'a laissé l'école et les cours ont commencé le 1er octobre. Pour lancer le projet SERCO, il y avait 0 franc. Pour informer le public, il confectionne des affiches, encore à crédit. Parents et enfants de près et de loin accourent par milliers, se bousculant aux portes du collège du jeune Kaposhishi en qui ils voient le Messie. Serko Siké Kodi, le premier des collèges, est très tôt débordé. Le dynamique PDG investit tout Cotonou et bientôt toutes les grandes villes du Bénin. De partout, des délégations viennent négocier auprès de Kaposhishi la création d'un collège Serko dans leur localité. C'est pratiquement le premier collège qui associe l'informatique et l'entrepreneuriat à l'enseignement classique au Bénin. Au bout de 7 ans, j'avais 72 écoles, sur toute l'étendue du territoire national. Environ 35 000 élèves, 1525 enseignants, une centaine d'administratifs. Donc, j'étais effectivement devenu quelqu'un qui pesait dans l'éducation au Bénin parce que j'étais pratiquement un État dans un État. Mon premier ordinateur, je l'ai acheté à crédit à 600 000. C'était mon oncle Désiré Felikoula qui me l'a vendu parce qu'on avait promis l'informatique aux gens. Donc, le seul ordinateur, c'est ça que tous les élèves passaient dessus chaque classe. On amenait l'ordinateur dans la classe. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, quand on amenait l'ordinateur, c'était un événement. Ce n'était pas n'importe qui avait un ordinateur. Dans les établissements publics, il n'y en avait pas du tout. Il faut préciser qu'à Serco, 1 ou 2 ans après, chaque étudiant inscrit reçoit gratuitement un ordinateur. Et pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies de l'information à tous ceux qui ne sont pas dans son collège, l'ingénieur Kaposhishi invente le bus de l'Internet mobile qui sillonne tous les quartiers de Cotonou. Aujourd'hui à Serco, on parle de la classe numérique qui facilite les cours en ligne, les lecteurs MP4 offerts aux étudiants pour enregistrer les cours, le serveur vocal interactif permettant aux parents de s'informer de la conduite et des résultats de leurs enfants, même en langue nationale,
les tableaux interactifs, la bibliothèque numérique, la mise en réseau de tous les établissements Serco en Afrique et en Europe, sans oublier les cours à distance grâce au système de vidéoconférence. Vous savez, avec l'explosion des effectifs et le fait que, par exemple, on est obligé de faire venir des profs qui quittent la France, nous avons mis en place les systèmes de visioconférence. Ce cours que je viens de donner, d'autres étudiants dans d'autres sites suivent déjà, donc ont suivi ce cours et ont la possibilité de m'interroger avec la possibilité via le tableau interactif de prendre le contrôle même à distance du tableau interactif pour pouvoir intervenir dans le cours. Donc c'est tout à fait intéressant et innovant parce que ça permet de désengorger même les universités. Nous sommes ici à l'Institut Serco dans la zone de contrôle précisément appelée l'entrée principale des étudiants. Ces appareils que vous voyez ici sont appelés des tourniquets et le rôle de ces appareils au fait c'est de pouvoir identifier le passage des étudiants, de contrôler leur présence et également de contrôler leur échéancier. Lorsque l'étudiant vient, il passe sa carte, le système active et puis il passe. Je suis arrivé au projet Serco en 1998. Le modèle de formation que proposaient les initiateurs du groupe Serco à l'époque avait fortement intéressé mes parents. Et je peux vous dire que c'était une chance pour moi parce qu'aujourd'hui, ça a impacté fortement ma vie. Ce que je fais aujourd'hui, je le dois forcément au groupe Serco parce que je n'aurais jamais découvert l'ordinateur, je n'aurais jamais découvert l'informatique. Peut-être que je l'aurais découvert plus tard et ça n'aurait pas eu les mêmes incidences sur moi. Fidèle à sa vocation de faire du social, le PDG Serco offre des bourses de formation aux démunis et aux meilleurs étudiants. Si aujourd'hui je suis venu en France, j'ai étudié, j'ai validé mon Master 2 et je travaille chez un sous-traitant en Samsung. C'est Alain qui nous a soutenus depuis la première année jusqu'à ce qu'on arrive en France. Il nous a demandé d'aller continuer notre cursus de Master 2 en France. Mieux, nous avions inscrit certains étudiants pour leur thèse de doctorat dans les universités françaises et canadiennes. On a mobilisé d'environ 200 000 € pour pouvoir payer les études donc, de ces étudiants-là. Aujourd'hui, on a une vingtaine qui sont inscrits en thèse de doctorat. Les premiers vont soutenir l'année prochaine leur thèse. Si on doit voir le nombre d'enfants, il faut dire plus de 70 000 que nous avions formés globalement, si on voit le nombre des années, ceux qui sont restés dans le système, ceux qui en sont sortis. En informatique, on a formé plus de 65 000 personnes à l'informatique. Au niveau donc, des ordinateurs que j'ai distribués, que j'ai donnés aux enfants, on peut estimer à près de 6 000 ordinateurs distribués. 2008, les tout premiers élèves de cet établissement particulier obtiennent leur parchemin et occupent de grands postes. Nos étudiants, ils sont devenus des cadres. Par exemple, le directeur du système d'information du ministère de l'Enseignement supérieur, Raïssa Bouédi, correspondant RFI. Autre tout qui a fait sa licence et son master ici. Vous avez le responsable informatique de l'ambassade des États-Unis donc au Bénin. C'est un ancien étudiant de Serco. Donc ils sont très nombreux, ceux qui en fait sont des produits que nous avons sortis et dont nous sommes vraiment fiers. Si Serco n'avait pas existé, il fallait l'inventer quand même. Mais au fil des années, le gouvernement béninois a eu le temps de se ressaisir. Il construit, jusque dans les campagnes, des modules de classe afin de résorber le trop-plein des élèves. Mieux, l'inscription devient gratuite au primaire et au secondaire, surtout pour les filles. Conséquence, M. Kaposhichi ferme alors ses collèges et crée en 2005 l'université Serco dans quelques grandes villes, avec près d'une vingtaine de filières de formation. Il signe des partenariats avec de prestigieuses universités d'Europe et d'Amérique. Fortement courtisé, il accepte d'exporter le label Serco au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire et en France. Il est l'hôte des ministres et des chefs d'État. Il côtoie et tutoie les éminents hommes d'affaires du monde. Il vient d'ailleurs de gagner un marché alléchant en Côte d'Ivoire. C'est un marché sur plusieurs années, en fait, qui permet de faire la refonte du système d'information de toutes les universités de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est mon travail donc d'accompagner les présidents d'université à élaborer un tableau de bord. Et nous étions la seule entreprise africaine. Ah non, c'est un marché de plusieurs milliards. Et parce qu'il a créé une université, Alain Kaposhichi
avide de connaissances, s'inscrit en 2007 à Paris 8 où il soutient sa thèse de doctorat avec succès. Après la délibération du jury, le jury a décidé de vous attribuer le titre, le grade de docteur en sciences de l'information et de la communication avec la mention très honorable. Au colloque international qu'il a organisé en mai 2013, il invite à Cotonou les illustres universitaires tels que le professeur Kabidoche, président du réseau mondial des chaires UNESCO en communication, le professeur Alain Kinyendou de Bordeaux 3, président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, Claude Lichou, professeur titulaire de la chaire UNESCO de Dakar, président du comité technique spécialisé sciences pour l'ingénieur du CAMES, Madame Magda Fusaro de l'Université de Montréal au Canada et bien d'autres éminentes personnalités. Moi, j'ai écouté le parcours de M. Capocicci. J'avoue que je suis très impressionné. Si je ne l'avais pas vu, je pense que je lui aurais donné au moins 70 ans. Quand on voit tout ce qu'il a fait, on pourra toujours dire après coup qu'il a un coup de chance parce que pour réussir de manière aussi rapide, il y a des opportunités, mais il faut aussi savoir les saisir. Je ne crois pas au hasard et je ne crois pas au coup de chance. Je pense que ce que nous faisons dans la vie, ce que nous récoltons, c'est ce que nous avons sémé. Ce que nous voyons ici, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, mais qui reflète aussi la personnalité de la personne qui a su transformer les faiblesses en points forts. Parti de 0 francs, ce jeune entrepreneur, alternant dynamisme et pragmatisme, est parvenu à bâtir en 15 ans un édifice spectaculaire et tentaculaire. Manager hors pair à 35 ans, son empire pèse aujourd'hui plus d'une dizaine de milliards de francs CFA. Toutes choses qui lui valent les hommages des plus grands, car il fait la fierté de son pays et de l'Afrique. Monsieur le Président Directeur Général du groupe Serco, je voudrais vous féliciter. Vous êtes l'un des jeunes gens qui font la fierté de notre pays, le Bénin, par votre audace, vos qualités d'entrepreneur et l'exemple que vous représentez pour la jeunesse. Vous apportez ainsi la preuve qu'aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Vous pourriez ainsi confirmer à la jeunesse béninoise et africaine qu'elle est parfaitement en mesure de prendre en main son destin, celui de l'Afrique. Le parcours atypique de ce jeune entrepreneur n'est pas une sinécure. Né le 9 septembre 1978 d'un père commerçant et d'une mère ménagère à Cana, non loin de Boïcon, à 150 km environ au nord de Cotonou, Alain Towedo Capocicci, au lieu d'emprunter les raccourcis précaires de la facilité et de la fatalité, a compris à 12 ans que ses souffrances et ses humiliations sont des opportunités à saisir pour rebondir. Et c'est avec joie et émotion qu'il revient souvent dans son ancienne école et dans la grande maison paternelle où l'attendent toujours ses souvenirs d'enfance. Ça, c'est la chambre où je dormais avec mon père. De 4 ans jusqu'à 12 ans. Alain Capocicci, toujours entre deux avions. Pourtant, il reste un homme humble, un époux aimant et surtout un père attentionné pour ses 3 bouts de chou. Travailleur infatigable au méninge très fertile, l'enfant prodige de Cana n'a pas encore tout donné de son énergie, de son inventivité et de sa combativité extraordinaire. Une usine de montage d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones portables. Ça, c'est des projets qui sont à court terme, donc d'ici 1 mois, 2 mois, qui vont être mis en œuvre. Altruiste, Alain Capocicci sensibilise et conscientise la jeunesse qu'elle doit apprendre à entreprendre, afin de pouvoir prendre en main son propre destin, conscient que les difficultés sont la clé du succès. Il y a certains problèmes que j'ai rencontrés qui ont été une opportunité fondamentale.
D'abord, mon père a perdu sa fortune et ça m'a permis d'arriver à Cotonou. Et quand mon oncle m'a mis à la porte, donc 3 mois après, j'ai créé mon entreprise. Ensuite, quand je me suis associé à mon professeur pour, quand il était dans son école, et que je dois lui payer 1 500 000 francs, quand il a vu que j'ai recruté 1125 élèves, il a demandé 15 millions. Et ensuite, il est allé au tribunal, il a demandé la fermeture de l'école. Le fait qu'il ait demandé la fermeture de l'école m'a amené en fait à créer ma propre école. Et lorsque j'étais presque assolé par mon recteur qui me chantait chaque jour que j'étais incapable et tout, ça m'a obligé à aller faire ma thèse. Donc, chers jeunes, cessez de dire, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas créer une entreprise. Ce qui est important, c'est l'idée. Aujourd'hui, quand je vois les gens rentrer dans des pirogues, dans les embarcations précaires pour juste aller en Europe, je dis, l'aventure maintenant, c'est qu'il faut la faire en Afrique. L'Eldorado doit cesser d'exister. On peut absolument créer son bonheur chez soi et le bonheur, c'est en Afrique. Pourquoi chercher en effet dans le lointain ce que l'on a à portée de main? Car pour faire de grandes choses, on n'a pas besoin d'être un grand génie. Notre attitude détermine toujours notre altitude. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Une défaite aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que demain sera encore pire. Ce n'est qu'une défaite éphémère. D'ailleurs, tous ces leaders que tu vois sont des revenants. C'est un enjeu compliqué qu'on doit surmonter en sachant récupérer. Souligne tes erreurs et va donc refaire.